avec ce film, nous rencontrons un nouvel exemple particulièrement émouvant et particulièrement profond de cette recherche qui traverse tout le cinéma des frères Dardenne, des interrogations éthiques qui, depuis, en particulier Rosetta, qui est le film qui les a rendus célèbres, qui a gagné leur première Palme d'Or à Cannes, puisqu'ils vont en recevoir deux, prend en charge ou se confronte à des conflits réels dans la société sur le traitement des migrants, sur le rapport à la vengeance, le rapport à la misère ou à des manières d'y échapper, ou la protection de ses propres intérêts personnels peut amener à faire des choses horribles vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la collectivité, qui font des Dardennes aujourd'hui des gens qui, avec les moyens du cinéma, avec les émotions, avec aussi un sens cinématographique du cadre, de la lumière, des mouvements de caméra et du travail avec les acteurs et les actrices, très souvent les actrices, nous invitent à réfléchir sur les grands enjeux éthiques du monde dans lequel nous vivons. Oui. Ah, bonsoir. Non, non. On n'ouvre pas, on a déjà dépassé d'1 heure. Oui, excusez-moi, je devais... Bonjour, vous êtes le docteur Dava? Oui. Ben Mahmoud, brigade judiciaire. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça va nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. Voilà, c'est elle. Elle n'est jamais venue à mon cabinet. Concernant les causes de sa mort, l'enquête avance? Ça ne vous regarde pas, docteur. C'est nous les enquêteurs, pas vous. J'ai mis mes doigts, comme ça, sur tes tempes. Et j'ai senti ton cœur qui battait 2 fois plus vite que juste avant quand j'avais pris ton pouls. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. T'as vu quelqu'un qui la suivait? Et c'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vu ici? Je vous accuse de rien. Ta gueule, t'as rien à lui dire, toi! Vous avez vu Brian tout à l'heure, et vous l'avez encore harcelé en lui parlant de cette fille. Alors on est venu vous demander d'arrêter de le voir et de lui parler. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué. La fille inconnue des frères Dardenne est un film de 2016 qui met en scène une jeune médecin généraliste, Jenny Davin, interprétée par Adèle Haenel, qui est confrontée à un drame qui va la révéler à elle-même et qui va, à nous, spectateurs, rendre visibles les enjeux du soin et plus précisément les enjeux du care. Je vais revenir sur ce terme de care en particulier. Une jeune migrante est agressée et tuée tout près du cabinet de Jenny, un soir, alors qu'elle a sonné à sa porte et que Jenny, qui avait fini sa journée de travail, ne lui a pas ouverte. Comprenant que la jeune migrante n'a pas pu être identifiée par la police, Jenny se lance dans une enquête afin de connaître l'identité de cette jeune femme et de lui donner une sépulture. Le film nous rend donc visible le soin, le care, à la fois dans ses enjeux médicaux, dans la pratique quotidienne de Jenny, et aussi dans ses enjeux politiques plus larges. Et c'est autour de ces deux types d'enjeux que je vais structurer mon propos en 2 parties. Alors tout d'abord, le film rend visible le care dans la pratique quotidienne de Jenny auprès de ses patients. Dans les 2 sens du terme de care, tel qu'on l'entend dans la langue anglaise et tel que le soulignent les éthiques féministes du care, à la fois comme disposition morale et comme travail quotidien, à la fois comme relation morale de sollicitude à l'égard de celui ou de celle qui est vulnérable, et comme ensemble de compétences, de savoir-faire qui s'acquièrent en travaillant, en pratiquant le soin.
Si le titre du film fait référence à la jeune migrante dont le nom est inconnu, il fait aussi référence au cheminement moral à travers lequel Jenny Davin, la jeune médecin, se connaît elle-même, se découvre et se construit comme femme, comme sujet moral et comme médecin. Ce féminicide est une expérience morale cruciale qui va conduire Jenny à s'interroger sur son choix de soigner, sur le sens du soin, sur les valeurs morales qu'il porte, sur l'engagement personnel que cela va lui demander et aussi sur le sens de cet engagement dans la société d'aujourd'hui. Comme l'écrit la philosophe Élise Domenach, qui a écrit un article de la revue Esprit consacré à la fille inconnue des frères Dardenne, Jenny cherche à se connaître elle-même, à connaître cette autre elle-même qui n'a pas ouvert à la jeune femme ce soir-là, à accepter et à surmonter ses doutes comme une partie intégrante de son identité et de son positionnement moral dans le monde. Si Jenny pressent, ressent qu'elle a la volonté de soigner et la disposition pour soigner, elle s'aperçoit aussi que l'engagement dans le soin est difficile en premier lieu pour soi-même, qu'il comporte un certain nombre de risques. La question qui est posée par le film est celui des risques de l'implication personnelle dans le soin et des limites qu'il faut y poser. Jusqu'où un soignant, un médecin, peut et doit aller dans l'implication, le service auprès de ses patients, comment assumer sa propre vulnérabilité lorsque l'on est toujours orienté vers la vulnérabilité d'autrui. Le film s'ouvre par un questionnement sur l'empathie, sur l'implication émotionnelle mal maîtrisée du soignant ou du médecin. Jenny, en effet, accueille à son cabinet en stage un jeune interne et celui-ci, confronté à une crise d'épilepsie d'un jeune enfant, se trouve paralysé par l'émotion, incapable de penser et d'agir. Jenny lui enjoint de se distancier de ses émotions sous peine de perdre sa rationalité, sa réflexion et de ne pas pouvoir poser de diagnostic. Au-delà, le risque est, par dévouement, de s'oublier soi-même, de se perdre dans sa vie professionnelle, de n'avoir pas de répit ni de vie personnelle. En particulier, le film pose la question de la culpabilité, à la fois comme moteur et comme obstacle aux soins. Jenny se sent coupable de ce crime, dont évidemment elle n'est pas l'auteur, mais dont elle pense qu'elle aurait pu l'éviter si elle avait ouvert la porte de son cabinet. Luc Dardenne écrit dans un texte sur les films qu'il réalise avec son frère que leur film évoque la possession, la folie à laquelle peut conduire le dévouement, la responsabilité pour autrui. Il dit que c'est toujours l'histoire de quelqu'un qui est possédé par un autre au point de lui donner sa vie. Et Jenny d'ailleurs inquiète le spectateur par sa ténacité dans cette enquête, par le fait d'être obsédée par elle jour et nuit, et même par le fait de se mettre en danger. Cependant, au fil du film, comme l'écrit toujours Élise Domenach, Jenny ouvre en elle-même un espace d'accueil et d'écoute de sa propre culpabilité. Et progressivement, elle perçoit que le sentiment d'attachement qu'elle ressent pour ses patients est une source d'énergie, une source d'attention, une source pour donner un bon soin à ses patients. En surmontant cette épreuve, Jenny prend donc conscience de sa propre vulnérabilité. Mais loin de la vivre comme une faiblesse, elle en fait un point d'appui pour développer sa propre puissance d'agir à travers le soin et aussi la puissance d'agir des vulnérables dont elle prend soin. Elle éprouve ce que la philosophe américaine Éticienne du Caire, John Tronto, appelle le pouvoir des faibles. Alors, tout d'abord, elle assume et prend appui sur sa propre vulnérabilité psychique,
sociale, économique, mais aussi en tant que femme dans une société inégalitaire, dure et parfois violente. Elle, en saisissant cette vulnérabilité qui est la sienne, elle saisit les relations d'interdépendance dans lesquelles elle s'inscrit et elle définit, elle prend conscience de la place qui est la sienne, de l'aide qu'elle peut apporter de là où elle se trouve dans la société. Et elle saisit qu'elle doit rester dans le cabinet modeste dans lequel elle exerce, qu'elle prévoyait de quitter au début du film. Donc elle est confortée dans cette place, ce cabinet modeste, ce quartier un peu excentré où courent des voies périphériques, des quais, avec des patients qui sont le plus souvent très modestes, voire précaires, du fait de leur maladie, de leur âge, de leur isolement, de leur histoire de vie. Et elle comprend aussi qu'elle dépend de ses patients, qu'il y a dans cette interdépendance une réciprocité, un soin réciproque qui s'exerce. C'est particulièrement sensible dans le film à travers les scènes où les patients lui accordent de petites attentions, préparent un plat de cuisine ou lui offrent des petits cadeaux pour témoigner de leur reconnaissance de son travail, de sa disponibilité et témoigner de leur gratitude. Il y a donc aussi des patients qui prennent soin, d'une certaine manière, de Jenny. Jenny découvre aussi qu'il n'est pas possible de dissocier la part technique de la part relationnelle du care, c'est-à-dire la part de relation, d'attention, de préoccupation, d'engagement auprès d'autrui. Seule cette articulation lui permet d'identifier les besoins des personnes qu'elle a à prendre en soin, de concevoir la manière de répondre à leurs besoins de soins, de mettre en œuvre le soin et d'évaluer la manière dont elle a donné le soin. Ce sont là les 4 phases du care selon la philosophe américaine John Tronto. Identifier, to care about, se préoccuper, to care for, et penser, concevoir le soin, donner le soin, caregiving, et ensuite évaluer le soin. J'en veux pour preuve une scène qui est, à mon sens, à la fois qui semble extrêmement ordinaire, banale dans sa quotidienneté, et pourtant extrêmement émouvante d'une part, et extrêmement illustrative du travail de care que fait Jenny. C'est quand elle se rend au domicile d'un vieil homme diabétique, âgé et isolé. D'abord, elle soigne son pied, elle lui fait un pansement, puis la conversation ordinaire se développe sur le quotidien et il lui apprend qu'il n'a pas pu payer son gaz et qu'il ne peut pas se déplacer à la boutique de fourniture de gaz. Et Jenny propose de faire pour lui la démarche de téléphoner pour régler ce problème de facture. Et lui, il lui propose de se faire un café. Et dans cette petite scène, il y a à la fois le geste technique de soin, le pansement, la conversation ordinaire qui permet à Jenny de comprendre les besoins de cet homme, et puis une réponse soignante qui n'est pas seulement médicale, qui est aussi d'ordre quotidien, social, très simple, et qui pourtant va, si j'ose dire, toucher dans le mille, être la plus adaptée, la plus individualisée, la plus sensible. Un autre aspect de cet approfondissement du sens relationnel du soin par Jenny, c'est le fait qu'elle découvre que le soin a besoin de relations dans la durée. Et c'est pour ça qu'elle décide de ne pas changer de cabinet. Il y a des liens qui se sont déjà noués et elle comprend que c'est en restant auprès des patients qu'elle connaît, en s'installant dans ce cabinet et en développant des relations sur la longue durée avec ses patients qu'elle va pouvoir bien connaître leurs besoins et qu'elle va pouvoir aussi être perçue d'eux comme étant fiable, c'est-à-dire comme étant la personne sur laquelle on peut compter.
Alors, comme je l'ai évoqué, Jenny augmente aussi la puissance d'agir de ses patients, de ces personnes le plus souvent très vulnérables. Elle permet leur empowerment, elle permet leur reprise de pouvoir sur une partie de leur vie ou sur leur maladie. Alors, je n'en citerai que quelques exemples, mais il y en a de nombreux dans le film. Celui, par exemple, de la jeune mère dépendante de l'alcool, que Jenny écoute sans jamais la juger, en la rassurant et précisément toujours en identifiant les besoins de cette mère de famille. Elle lui permet de changer des petites choses dans son quotidien. Elle lui permet de comprendre les ressorts de son addiction à l'alcool et elle lui permet d'identifier le fait que ces ressorts sont liés à sa situation professionnelle, à ses heures de travail, elle travaille la nuit, donc à une certaine vulnérabilité sociale, et puis on comprend au fil du film que c'est aussi lié à sa situation familiale. Et puis il y a enfin, bien sûr, l'écoute, la patience, la ténacité de Jenny dans la relation à celui dont elle pressent tout au long de son enquête qu'il est à l'origine de la mort de la fille inconnue. Et Jenny, par cette présence qu'elle lui accorde, va permettre à cet homme d'avouer ce qui s'est passé et en quoi il est la cause de la mort de la migrante. Donc cet aveu est une dernière forme de libération que permet Jenny grâce à une posture de soin par rapport à cet homme. Le film interroge en effet la place et les limites même de la médecine dans la société et dans une politique générale du care. Comment la médecine peut-elle contribuer à combattre les maux de la société qui sont loin de se limiter aux maladies, au vieillissement ou à la souffrance morale. Ici, les frères Dardenne pensent au film de Kurosawa, Barberousse, et en particulier à une réplique du personnage de Barberousse qui indique que ce qui est le plus important, ce qui est primordial, fondamental, c'est la lutte contre la misère et l'ignorance, et que cela doit précéder en fait la médecine. Nous l'avons vu, une première idée, c'était de voir que le soin médical ne se cantonnait pas, bien évidemment, à un geste technique, mais qu'il appelle une relation morale, d'engagement à l'égard de celui qui est ou de celle qui est soignée, qui est vulnérable. Mais la deuxième idée qui apparaît ici, c'est que le soin dont nos vies ont besoin ne peut être cantonné au soin médical. Donc le soin médical n'épuise pas, et loin de là, le soin. Il est inséré dans tout un ensemble de relations, de pratiques, d'institutions de soins, depuis le soin que l'on doit prodiguer aux jeunes enfants, jusqu'à celui que l'on doit donner aux personnes âgées, en passant par le soin pour nos environnements de vie, nos environnements de travail, et le soin pour notre environnement, notre monde désormais globalisé et menacé. Cette idée selon laquelle nous sommes tous vulnérables, inachevés, que nous sommes donc interdépendants les uns des autres, que nous avons besoin de relations, de soins, de soutien, d'accompagnement pour grandir, pour nous développer, pour nous construire comme sujet psychique, comme sujet affectif, comme sujet moraux, éthique et politique. Donc cette idée de vulnérabilité, d'interdépendance, de besoin de relations de soins, on la trouve bien entendu dans les éthiques du care et en particulier dans l'ouvrage de John Tronto, Un monde vulnérable pour une politique du care, qui a été traduit en français en 2009. Et John Tronto donc définit le care ainsi: nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde.
en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tout élément que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Donc ici, l'idée qui est importante, c'est cette idée de réseau, de pratiques, de relations et d'institutions de soins. Nos sociétés doivent cesser de négliger, voire d'occulter et de dévaloriser les relations et les pratiques de soins. Et elles doivent aussi cesser de négliger, occulter et dévaloriser celles et ceux qui prodiguent le soin. Le care, dit John Tronto, nous impose de réfléchir concrètement aux besoins réels des personnes et d'évaluer de quelle façon il peut leur être répondu. Le care introduit un certain nombre de questions sur ce que nous valorisons dans la vie quotidienne. Le soin médical, le travail que va déployer Jenny, n'a de sens, son engagement moral n'a de sens que s'il s'inscrit dans une société qui elle-même, de manière globale, interroge, promeut, institue, valorise le soin. La fille inconnue situe le soin médical, le soin que prodigue Jenny, dans une société qui s'aveugle, qui se détourne de la vulnérabilité, des vulnérabilités et des interdépendances extrêmement diverses qui se déploient en elle. La fille inconnue situe le soin médical dans une société qui s'aveugle et se détourne de ses abandons, de ses dénis collectifs de responsabilité, en particulier à l'égard des personnes migrantes dont la fille inconnue est un exemple. Comme le résume Élise Domenach, le déni de reconnaissance collectif qu'évoque la fille inconnue, c'est celui à l'égard des personnes exilées, réfugiées, abandonnées en mer Méditerranée ou parquées dans des camps aux frontières de l'Europe, parfois chassés même de ces camps lorsqu'ils sont démantelés, comme c'est le cas de manière périodique à Calais. La question posée par la fille inconnue est celle des politiques, des infrastructures et des pratiques de soins qui sont dont sont privées ces personnes. Ainsi, le film rend visible les besoins de soins qui sont criants et pourtant d'ordinaire invisibilisés, occultés, cachés dans notre société à l'échelle même du monde. La fille inconnue évoque ce que souligne John Tronto, à savoir que nos sociétés circonscrivent le soin aux proches, à la sphère familiale et domestique, et de ce fait en fait incomber la responsabilité aux femmes. Ce qui conduit à considérer le soin comme strictement féminin, fondé sur des sentiments, voire des bons sentiments, devant être donné de manière gratuite et généreuse, au lieu d'être pensé comme absolument indispensable à nos vies, et encore une fois donc pensé dans toute la multitude de ces aspects, de ces lieux et de ces drames. Or, si l'on prend acte de ce que découvrent les éthiques du care, à savoir nos interdépendances qui sont vitales, il convient de penser comment nous pouvons prendre soin des plus lointains, des inconnus justement. Comment peut-on passer du care for, qui nous semble naturel, spontané à l'égard de nos proches, au care about, c'est-à-dire au fait de nous préoccuper de ceux que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas et qui pourtant ont besoin de soins. Précisément, le médecin et plus généralement le professionnel de santé et avec eux le cinéaste sont les premiers témoins de cette vulnérabilité. Le médecin est témoin des vulnérabilités dues à des formes ordinaires mais parfois extrêmes de domination, parmi lesquelles, nous l'avons vu, l'épreuve de l'exil, l'épreuve du fait d'être sans papier ou sans ressources, mais aussi l'épreuve d'être, par exemple,
une femme dominée, battue, exploitée, l'épreuve du viol, voire celui de la prostitution forcée, comme c'est le cas dans le film, et du féminicide. La fille inconnue aborde ce problème de l'invisibilisation, de la dévalorisation du soin dans nos sociétés à travers ce féminicide d'une jeune femme migrante, c'est-à-dire à travers la question de ces morts qui ne sont pas pris en compte, ces morts qui ne comptent pas. Le soin qui n'est pas donné aux morts, le fait que si Jenny n'avait pas mené son enquête, cette jeune femme aurait pu être enterrée sans être identifiée, sans être pleurée. Cette absence de soins donnés aux morts est une des figures justement de cette invisibilisation du soin dans nos sociétés. Rendre son identité à la fille inconnue, c'est lui rendre son statut de personne humaine. C'est permettre à celles et ceux qui l'ont connue de faire leur deuil. C'est mettre aussi la société face à ses responsabilités, non seulement à l'égard de cette jeune femme, mais aussi à l'égard de toutes celles et de tous ceux qu'elle néglige, qu'elle abandonne et parfois qu'elle laisse mourir. Le film évoque donc ce que la philosophe américaine Judith Butler appelle les corps jetables, c'est-à-dire les vies qui sont toujours déjà considérées comme non vivantes. Judith Butler évoque cette question dans un article de 2019 intitulé « Ces corps qui comptent encore ». Et elle a en tête précisément, elle aussi, les migrants, les réfugiés venus en particulier de Syrie. Ce que les frères Dardenne filment, ceux dont Jenny est témoin, ce sont les vies qui sont considérées comme indignes d'être vécues, prises pour cible, délaissées, abandonnées à une mort certaine et de ce fait ne méritant pas de deuil. Ce sont les vies qui ne sont pas pleurables, selon le terme de Judith Butler. Butler reprend à son compte les éthiques du Caire lorsqu'elles expliquent que les corps humains et les vies humaines n'existent que soutenus par des institutions, des pratiques, des relations de soins. Butler écrit « Définir le corps par son interdépendance implique qu'il ne peut avoir d'existence réelle sans un autre corps. Aucun corps n'est autosubsistant. La frontière, la délimitation l'expose toujours à un danger, mais aussi à la possibilité d'un contact, d'une émotion, d'une passion. Elle lui donne la possibilité de s'appuyer sur, d'enlacer, voire d'être rattrapé dans sa chute. Le moi a besoin d'un toit pour survivre et prospérer. Ce sont les relations sociales qui fondent les obligations mondiales plus larges que nous avons les uns envers les autres. Je ne peux pas vivre sans un groupe de personnes. Parce que nous sommes livrés les uns aux autres sans forcément avoir le choix, parce que nous ne choisissons pas nos parents ni notre monde, notre vie est empreinte d'une vulnérabilité et d'une dépendance que nous n'avons pas choisies. Donc, les corps biologiques, les corps humains en particulier, ne peuvent être définis que de manière sociale et politique. Notre peau, dit-elle, nous expose aux éléments et la manière de gérer cette exposition est déjà une relation sociale. L'accès au logement, aux vêtements, aux soins médicaux, même réduit à ces éléments les plus basiques et essentiels, le corps est structuré par le monde social. Elle poursuit, c'est seulement en conceptualisant la signification politique du corps humain dans le contexte des institutions, des pratiques et des relations dans lesquelles il vit et se développe que nous pourrons dénoncer le meurtre, militer contre l'indifférence et intervenir contre la précarité. Donc, ce que fait Butler, c'est qu'elle établit bien un lien entre le fait de reconnaître la vulnérabilité du corps et de l'être humain
le caractère fondamental du care dans nos vies et la signification politique du care, c'est-à-dire le fait que le care dépend de construction sociale et de choix politiques. Alors précisément, ces institutions, pratiques et relations de soins peuvent être soit promues et soutenues, soit au contraire dévalorisées et empêchées par les sociétés et par leurs choix politiques. Donc une vie accomplie, c'est une vie reconnue, c'est-à-dire une vie dont nous savons qu'elle compte, dont nous savons qu'elle sera pleurée, précisément parce qu'elle a été inscrite dans des relations de soins. Dès lors, une vie qui n'est pas considérée comme digne de deuil, comme celle de la fille inconnue, en fait, en réalité, elle était déjà considérée comme non vivante. L'absence de deuil, le fait de ne pas identifier, entourer, enterrer, prier un mort, c'est déjà le signe, la traduction qu'il était considéré comme un non-vivant. Certaines vies ne sont pas considérées comme pleurables, car leur mort n'est pas considérée comme une perte. Et elles ne sont pas considérées comme une perte, toujours en fonction de choix politiques et sociaux que nous avons à assumer. Pleurer ces morts, comme le fait Jenny, c'est rétablir l'égalité entre les vivants. Là, je cite de nouveau Judith Butler, « Il n'y aura pas d'égalité tant qu'il n'y a pas de deuil égal ou d'attribution égale de deuil. La possibilité de faire l'objet d'un deuil est une condition nécessaire de l'égalité. » Elle poursuit, « Ceux qui disparaissent ou sont violemment effacés de la vie devraient être ouvertement pleurés, car cela accorderait une valeur à ces vies. » C'est exactement ce que fait Jenny. En pleurant la fille inconnue, en lui donnant une sépulture et un nom, elle fait reconnaître la valeur de la vie de la fille inconnue et elle fait reconnaître que cette vie a une valeur égale à toutes les autres. Je poursuis Judith Butler. Ce n'est qu'en devenant digne de deuil que les vivants apparaissent comme tels. Dire qu'ils méritent un deuil équivaut à dire qu'ils ne devraient pas être perdus, que leur disparition ne devrait pas avoir lieu et que le monde devrait s'organiser de manière à anticiper et à empêcher leur disparition. Ainsi, l'enquête de Jenny, qui donne un nom et une sépulture à la fille inconnue, est un acte de care au sens d'un acte politique de résistance contre l'oubli des migrants et en général de tous ceux que l'on laisse mourir, que l'on conduit à la mort et dont on oublie la mort. Ainsi, l'enquête de Jenny est un geste politique et c'est donc un geste qui, par la publicité qu'elle lui accorde, par le fait qu'elle en parle autour d'elle et par le fait qu'elle déstabilise ses interlocuteurs, qu'elle les met devant notre responsabilité collective, il s'agit d'un geste de résistance et un geste de contestation de cette absence de politique de care. Alors pour conclure, selon un propos de Luc Dardenne, Jenny est une femme qui ne peut pas se dérober au regard de la fille inconnue. Ainsi, La fille inconnue, le film, ne nous fait pas seulement voir l'invisible du soin, mais c'est aussi un film qui nous regarde, nous, spectateurs. Il nous questionne sur ce que nous percevons de l'importance des difficultés, voire des obstacles faits au care, aussi bien aux soins médicaux que à toutes les formes de care dans nos vies. Par ce regard qu'il nous adresse, il fait appel à notre conscience, à notre réflexion, à notre responsabilité morale. Il interroge la manière dont individuellement et collectivement nous contribuons ou non à une politique du care.